Vous n'imaginez pas le nombre de personnes que j'ai pu voir avec des vrais changements de vie, mais des mecs à qui on annonce qu'ils peuvent plus marcher, des mecs qui ont été opérés, des jeunes femmes à qui on a dit qu'elles pourront plus jamais danser. Si jamais dès le départ, quand vous avez un patient qui est comme ça, vous allez leur dire franchement c'est chaud et puis plus jamais vous allez pouvoir recommencer à vivre votre vie, c'est impossible de se relever. Par contre, si jamais on attaque pas après pas et qu'on reconstruit avec une forme de bienveillance, mais d'assiduité dans la bienveillance, on peut avoir des résultats qui sont incroyables. AVS avec Philippe Robichon. C'est Grégoire, l'invité d'À votre santé aujourd'hui. Bonjour, bienvenue, bonjour Grégoire. Bonjour Philippe, comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Créateur de la chaîne Major Mouvement, vous êtes kinésithérapeute depuis 10 ans, ouais. Enseignant en thérapie manuelle et vous êtes passionné de vulgarisation médicale, ça tombe bien. Et en plus, vous aimez votre métier, c'est votre passion. Exactement, je suis vraiment passionné par mon métier et surtout, j'adore transmettre. J'aime pouvoir véhiculer avec des images simples tout ce que j'ai appris 10 ans à connaître. Vous publiez 10 clés pour un corps en bonne santé. L'éditeur, c'est Marabout. Et vous proposez également dans votre livre un programme de 8 semaines de renforcement musculaire progressif. Pourquoi 8 semaines ? En fait, c'est le temps d'adaptation des tissus. Et c'est une très bonne question, Philippe. Souvent, les gens ne savent pas pendant combien de temps il faut faire du sport pour avoir les bénéfices du sport. L'erreur numéro 1, c'est que les gens sont hyper motivés au départ. Ils y vont à 300% la première semaine, la deuxième semaine à 100%, la troisième semaine, ils ont déjà oublié, et la quatrième semaine, ils sont pleins de regrets. Or, en fait, en 4 semaines, le corps n'a pas le temps de se modifier. D'un point de vue cellulaire, littéralement. Le corps a besoin d'au minimum 6 semaines, et le mieux, c'est 8 semaines. Et pour que ça se voit ? Pour que ça se voit, ça dépend. Alors, ça dépend, qu'est-ce que vous voulez qu'il se voit ? Des muscles plus gonflés. Des muscles plus gonflés, on peut l'avoir quasiment au bout d'une semaine sur une tonification, un afflux sanguin. Ouais. Pour voir des abdos, c'est plus dans l'assiette que ça se passe. On parlera des abdos tout à l'heure. L'entraînement permet de rendre l'inconfortable confortable, l'insupportable supportable et peut-être l'impossible possible. C'est de qui ? De moi. Et vous aimez cette phrase ? Ouais, j'aime cette phrase parce que à la fois, elle révèle mon métier, mais elle révèle aussi mon expérience de sportif. Il y a 1 an, quasiment, je finissais mon entraînement pour le Half Marathon des Sables. Je suis parti au Pérou, j'ai fait 120 km dans le désert, alors que je ne suis pas du tout trailer, ni sportif de longue distance. Je suis rugbyman et je fais du jiu-jitsu brésilien. C'est vrai, mais le Half Marathon, il porte mal son nom, d'ailleurs. Oui. En fait, c'est Half Marathon, on pourrait penser que c'est un semi-marathon, mais pas du tout, c'est 120 km. Ouais. Donc, sur 4 jours, avec 8 kilos de bouffe sur le dos. Et en fait, ce que j'ai compris quand j'ai dû faire ça, c'est que je devais m'entraîner 3 à 4 fois par semaine dans le dur. Donc j'ai 2 enfants, je me réveillais plus tôt le matin pour pouvoir m'entraîner. Je finissais plus tard mes journées pour pouvoir m'entraîner. Il y a une forme de résilience dans l'entraînement, mais quand on voit les résultats, quand on voit que son corps se modifie, on a une telle satisfaction qui est presque plus grande, émotionnelle et intellectuelle que physique. Et le plus dur, en fait, c'est de se lancer dès le départ, et c'est la répétition des choses simples. Et c'est pour ça que dans la phrase que j'ai écrite, elle est là, c'est la répétition qui va faire qu'au début, c'est très inconfortable, et ce qui nous semblait impossible, peut devenir possible. Et c'est ma réalité en tant que kiné. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes que j'ai pu voir avec des vrais changements de vie, mais des mecs à qui on annonce qu'ils peuvent plus marcher, des mecs qui ont été opérés, des jeunes femmes à qui on a dit qu'elles pourront plus jamais danser. Si jamais, dès le départ, quand vous avez un patient qui est comme ça, vous allez leur dire franchement, c'est chaud et puis plus jamais vous allez pouvoir recommencer à vivre votre vie, c'est impossible de se relever. Par contre, si jamais on attaque pas après pas et qu'on reconstruit avec une forme de bienveillance, mais d'assiduité dans la bienveillance, on peut avoir des résultats qui sont incroyables. Le quotidien, ça revient tous les jours, mais c'est tous ces quotidiens qu'il faut ajouter. Exactement. Mais vous avez tout compris, c'est comme dans l'alimentation. Si on veut changer son alimentation, il ne suffit pas de bien bouffer pendant une journée. Et j'ai même envie d'aller plus loin dans l'amour. Dans son couple, il suffit pas d'acheter une fois un bouquet de fleurs, de l'emmener au ciné et de lui payer un resto pour qu'elle soit heureuse le soir. J'ai eu peur. Faire des abdos permet de perdre du ventre, vrai ou faux ? Faux. Bon, alors on va parler abdos. Il y a abdos et abdos. Exactement. Il y en a combien ? Il y a 3 grands muscles abdominaux, les grands droits, ceux que tout le monde connaît. Si jamais je vous dis je vais vous mettre un coup de poing dans le ventre contracté, ça c'est les grands droits. Les obliques qui vont avoir une fonction de stabiliser le tronc dans les rotations et les inclinaisons. Et le transverse qui est le muscle le plus profond. Là, si je vous demande d'aspirer le nombril, vous allez sentir votre ventre rentrer un peu plus. Pas comme si il sortait justement pour empêcher le coup de poing de rentrer, ça c'est les grands droits, mais aspirer le nombril, c'est le ventre qui se gaine, c'est plutôt les transverses. Bon, alors le fameux muscle du ventre plat, c'est lequel ? Ce serait plutôt le transverse. D'accord. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un muscle, quand on le contracte, il gonfle.
Quand vous faites des biceps, ils gonflent. Alors pourquoi est-ce que quand on ferait des abdos, on aurait le ventre qui rentre ? C'est un petit peu aberrant en fait. Et pourtant, on demande aux gens de faire des abdos. J'ai fait sur ma chaîne YouTube une vidéo 30 jours d'abdos. J'ai fait des abdos tous les jours. Je suis allé sur Internet, j'ai regardé les études scientifiques, j'ai regardé quelles étaient la meilleure modalité pour réaliser des abdominaux. Il faut expliquer que vous êtes un malade des études scientifiques. Oui, en fait, c'est indispensable de mon métier. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus, si vous voulez bien, Philippe. Tout ce que je dis aujourd'hui, ce n'est pas ce que je pense moi. C'est à la lumière des études scientifiques sur lesquelles je m'appuie. Alors forcément, je les vulgarise et dans les études scientifiques, si, par exemple, vous, aujourd'hui, Philippe, vous avez un pull noir, eh bien, si on devait faire une étude scientifique pour savoir de quelle couleur est votre pull, il y en a 2 qui vont vous dire, bah voilà, il est noir avec des logos, 3 qui vont dire, il a des coutures à l'intérieur, d'autres à l'extérieur. Et globalement, en accumulant toutes les études qui parlent de votre pull, on pourrait avoir une forme d'image un peu globale de ce à quoi il ressemble. Donc, une étude scientifique nous permet de comprendre un peu un paysage. Donc, dans le cas de la santé, dans le cas des abdos, typiquement, eh bien, faire des abdos, on se rend compte que ça a plutôt tendance à faire gonfler les abdos, que de faire des abdos, on va plutôt s'épuiser au niveau des abdos plutôt que de perdre beaucoup ou de dépenser beaucoup d'énergie qui est nécessaire à la perte du gras et donc à avoir un ventre plus plat. Donc, vous faites des abdos pendant 30 jours. Ouais. Et qu'est-ce que ça change chez vous ? Pas grand-chose. Principalement, comme je me suis vraiment fixé scientifiquement à faire quasiment que les mêmes exercices parce que c'était sur le papier les plus efficaces, il s'est pas passé grand-chose. En fait, faire des abdos, faire du sport, c'est toujours bien. On est d'accord ? Maintenant, je pense qu'il y a des moyens pour optimiser en fonction des objectifs. Si votre objectif, c'est la perte de poids, faire que des abdos, c'est vraiment dommage. Je vous conseille plutôt de combiner sur ce qu'on appelle du circuit training, sur du HIIT training, avec des mouvements variés, avec une haute dépense d'énergie. Donc, ça va être de combiner du squat, du soulevé de terre, des jumping jacks, des burpees, du sprint, de la course à pied. Créer du muscle, perdre du gras en dépensant beaucoup d'énergie. Mais ma question, c'était de savoir, est-ce que ça permet d'avoir un ventre plat ? Toujours pas. Toujours pas. Ce qui permet d'avoir un ventre plat, c'est de perdre du gras. Le gainage, alors là aussi. Alors, faut gainer. Hein. Ouais. Ça, c'est très à la mode, le gainage. Qu'est-ce que vous pensez du gainage ? Le gainage, c'est un outil qui est intéressant. Si ça vous plaît, que vous avez des résultats là-dessus, continuez. Si quand vous faites du gainage, ça vous emmerde, que vous avez du mal à voir dans quelle direction il faut aller, je pense que vous pouvez envisager de changer d'exercice parce que ça n'est pas l'exercice le plus pertinent. Souvent, on a tendance à dire que le gainage, c'est l'exercice tout en un qui permet de muscler le dos, muscler les abdos et affiner la taille. Pour muscler le dos, je vous conseille beaucoup plus le squat. Le squat et le soulevé de terre sont bien plus efficaces pour muscler le dos. Pour perdre du poids, je vous conseille plutôt d'avoir une haute dépense énergétique. Et le dernier que j'ai dit, pour faire des abdos, je vous conseille plutôt, là encore une fois, de faire des mouvements dynamiques et de bouger dans tous les sens. Bien. Et vous expliquez comment faire des abdos à bon escient. Donc vous expliquez qu'il faut les faire en chaîne. Qu'est-ce que ça veut dire que de faire des abdos en chaîne pour ceux qui nous expliquent et qui sont des malades d'abdos là ? Ok. Alors pour ceux qui sont des malades d'abdos, faire des exercices en chaîne, ça veut dire typiquement quand vous êtes allongé sur le dos, faire en sorte que votre main droite va venir toucher votre genou gauche, de retendre la jambe gauche, retendre le bras droit. Ça veut dire quand vous êtes en position semi-quatre pattes, amener le genou gauche à l'extérieur de la main gauche. En gros, c'est tout ce qui va être gainage dynamique. Pourquoi ? Parce que si vous faites du gainage dynamique, vous avez une plus haute dépense énergétique et donc vous allez plus facilement perdre du poids, perdre du gras. Préférez toujours un sport où vous finissez plutôt qu'un sport où vous dites putain je m'emmerde et c'est quand ma prochaine répétition. C'est-à-dire que le faire à son rythme, c'est pas forcément... Pour avoir des résultats sportifs, il faut un minimum d'intensité. C'est une erreur régulière qu'on peut voir quand les gens font du sport, qui ne sont pas habitués, ils pensent que juste le fait d'arriver à la salle, de se poser sur une machine, va leur amener des résultats. Or, en fait, il y a quand même un moment donné, il faut comprendre que le sport, l'entraînement, c'est choquer le corps, c'est ce que j'explique dans le livre exactement, choquer le corps pour le pousser à s'adapter. Notre corps est très intelligent, mais parfois il peut être un petit peu con. Et notre cerveau à nous, c'est de trouver le bon dosage pour que quand on va le choquer, il va pouvoir se transformer dans le bon sens et pas trop le choquer, au contraire, il va se blesser. Alors vous allez à l'encontre de plein d'idées reçues. Alors celle-là, on l'a tous entendu, aller nager pour soigner son mal de dos, bon c'est la bonne idée. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que nager c'est bon pour tout. Oui. Alors, nager, c'est très bon pour tout. Ce qu'on sait aujourd'hui des études scientifiques, c'est que le meilleur sport pour le mal de dos, c'est celui que vous faites. À titre personnel, si vous me demandez de mettre un maillot de bain et d'aller à la piscine, c'est sûr que vous m'y verrez jamais. Pourquoi ? Ça m'emmerde. J'aime pas ça.
Je me sens pas bien dans un slip de bain, ça me serre, j'ai l'air d'un gland et quand je vais à la piscine, j'ai plus peur du pédiluve que d'aller dans la piscine. Il y a plein de gens, de toute façon. Il y a plein de gens. Déjà, c'est l'idée d'aller à la piscine qu'ils aiment pas. Exactement. Et là où c'est dommage, c'est qu'en offrant une solution aux gens qui ne veulent pas faire, on les prive de toutes les solutions. Tandis que si on leur dit à l'inverse, aujourd'hui, si vous aimez le gainage et que ça vous fait du bien, faites du gainage et ça vous fait du bien, même s'il y a un kiné sur Beurre FM un jour qui a dit que c'était pas idéal. Si jamais vous aimez faire de la marche rapide en forêt, si jamais vous aimez faire du badminton et que ça vous fait du bien, faites-le. En gros, trouvez la solution, prenez le temps de prendre la solution qui vous convient, et si jamais vous entendez des gens qui vous disent que c'est pas la meilleure, allez dire moi c'est la meilleure pour moi, c'est mon truc préféré. Courir, ça fait perdre du poids. Oui. Ah oui, tout simplement. C'est excellent la course à pied. On a dit pendant longtemps, et encore aujourd'hui, j'ai des patients qui viennent me voir en me disant, moi, on m'a dit de pas faire de la course à pied parce que ça tassait le dos, parce que ça faisait des impacts. Alors moi, ma réponse, elle est de dire, le meilleur moyen de pas avoir d'impact, c'est de rester dans votre canapé. Là, c'est sûr que vous aurez aucun impact et ça va bien se passer. Le corps est fait pour bouger, le corps est fait pour courir. Du moment que vous êtes progressif, si jamais vous n'avez jamais couru de votre vie, c'est sûr que d'aller taper un sprint, ça risque d'être un peu costaud. Par contre, de faire 50 mètres de course, 50 mètres de marche, 50 mètres de course, 50 mètres... Ah, décidément. Vous pouvez le dire à ma place, Philippe ? Alors, 50 mètres. Voilà. D'habitude, ici, c'est moi qui bafouille. C'est vrai ? Ouais. Ça, c'est vachement bien, Philippe. Ouais. Alterner on partage. Exactement. On peut faire les deux. Donc, ça m'arrange. On va parler des tendinites et de votre regard sur les tendinites et sur lesquelles il y a beaucoup d'idées reçues. Souvent, quand on souffre d'une tendinite, on vous dit qu'il faut vous mettre au repos. Exactement. Voilà. Repos complet. Ouais. Donc ça, j'ai dédié tout un chapitre, le chapitre 8 de mon livre, le traitement des tendinites. Sur 10. Alors ça, c'est intéressant parce que sur les tendinites, c'est vraiment très invalidant. Et alors, je pense à tous les rugbymen, par exemple, qui nous écoutent. Voilà. On est d'accord. Donc, chez les rugbymen, on va principalement retrouver la tendinite d'Achille. Du tendon, on se rappelle un Marconnet qui avait été vraiment emmerdé pendant 1 an et demi sur je crois que c'était l'autre, comment il s'appelait le pilier de Biarritz, Barcella, bref, rupture du tendon d'Achille. Globalement, ce qui marche le mieux pour les tendons, il y a une formule qui est très simple, qui a été trouvée par Jill Cook, qui est de dire, vous voyez un donut, Philippe, ou pas ? Oui. Voilà. Et elle vous dit de ne pas traiter le trou du donut, mais de traiter le donut. En gros, si vous regardez votre donut, vous imaginez que la chair du donut, ce qu'on a envie de bouger, ce sont les cellules saines du tendon, et que le trou, c'est les cellules qui sont mortes. Et en fait, pendant longtemps, on s'est focalisé uniquement sur les cellules qui sont mortes en disant merde, comment est-ce qu'on peut les raviver ? Alors je sais que c'est à la mode les films de zombies, mais en fait, une cellule quand elle est morte, elle est crevée et on la laisse crever. Et en fait, il vaut mieux se concentrer sur le donut et non pas sur le trou du donut, à savoir sur la partie qui va bien. Sur la partie qui va bien, exactement. Et donc, si un muscle est capable de se renforcer, qu'il y ait des cellules mortes ou vivantes, enfin, qu'il y ait des cellules mortes à côté, ça change que dalle. Donc, au lieu de se focaliser sur on va mettre au repos, on va étirer, on va faire des ultrasons, mettre du froid, même parfois faire des infiltrations, on va plutôt se dire, ce tendon, il est juste plus capable de faire ce qu'on lui demande parce qu'il y en a certaines qui sont crevées, donc on va le renforcer progressivement. Et en fait, notre vrai job aujourd'hui en tant que kiné, c'est de se dire, je vais prendre la tendinite d'Achille. En gros, ce qu'on explique souvent, c'est ce qui marche bien, c'est de monter sur la pointe des pieds. Mais on va le retrouver au niveau du genou, on va retrouver au niveau de l'épaule, on va retrouver au niveau du coude, du poignet. Pour toutes les tendinites, le traitement qui fonctionne le mieux, c'est recharger progressivement le tendon avec du poids pour justement créer ce choc, cette adaptation pour créer plus de muscles, diminuer le message douloureux et réadapter. Il faut savoir ça, Philippe, c'est hyper important. Le temps pour diminuer les douleurs d'une tendinite, d'après vous, c'est combien de temps ? Si c'est dans la tête, c'est 24 heures. Ah, c'est pas dans la tête seulement. Alors, on en parlera, Philippe, hyper important le rôle de la tête, bien sûr. Mais on est plutôt sur des délais qui sont compris entre 3 semaines et 3 mois. Donc, si on est assidu sur un traitement, ça va prendre entre 3 semaines et 3 mois. Si on prend rien, globalement, on sait qu'au bout de 3 ans, ça finit par passer tout seul. 3 ans de douleur, c'est un peu chiant. Oui, mais enfin, en fait, pourquoi on faisait des infiltrations ? C'est parce que les gens, ils voulaient rejouer la semaine d'après. Alors, c'est pour ça qu'on faisait les infiltrations. Donc, les gens, on leur disait 3 semaines, 3 mois, ils voulaient pas attendre. Donc, un petit coup de boost, mésothérapie. Exactement. On prend l'exemple des sportifs professionnels. C'est un bel exemple sur le papier, mais c'est pas applicable aux gens. Parce que déjà, il y a des enjeux financiers qui sont pas du tout les mêmes. Et vous, aujourd'hui, Philippe, si on vous dit on peut vous mettre en place un traitement, vous serez apte pendant 15 jours. Par contre, on va probablement rogner sur vos capacités, sur vos 40, 50, 60 prochaines années. Donc le sportif professionnel, il a toute sa carrière sur 10 ans. Donc il a tout intérêt à envoyer du bois au moment où on a besoin de lui. Je vous donne un exemple concret. Souvent, on n'a pas les mêmes protocoles de rééducation et de montage chirurgical pour les ruptures des ligaments croisés.
Un joueur de foot professionnel, on lui fait un montage pour qu'au bout de 3 mois, il soit sur le terrain. Mais les enjeux financiers ne sont pas du tout les mêmes que pour Philippe qui veut retourner jouer avec ses copains le dimanche. Ouais. Et donc j'ai souvent des patients qui me disent mais moi Grégoire, je veux le même montage que celui qu'a eu Ronaldinho. Je dis non Coco, ça va pas marcher comme ça parce que c'est pas les mêmes enjeux. Donc on n'a pas les mêmes enjeux, on n'a pas les mêmes protocoles et le temps souvent marche assez bien si on accompagne avec du renfort progressif. D'accord, donc sur la tendinite, vous dites pas qu'il faut continuer à faire du sport. Je dis qu'il faut continuer à faire du sport, mais il faut adapter. Typiquement, si votre sport, je peux prendre un exemple ou pas, Philippe? Si vous avez mal quand vous allez courir au niveau du genou et que vous avez mal au bout de 7 km, je vous dis courez-en 6. Si vous avez mal quand vous courez à 13 km/h, je vous dis courez à 12 km/h. Si vous avez mal quand vous allez courir en montée, je dis pendant un temps évitez la montée. Qu'est-ce que vous pouvez dire dans un livre que vous publiez aujourd'hui que vous ne pouvez pas dire sur une chaîne YouTube, par exemple? Les détails et le contexte. Mais un livre prend le temps de poser tout un cadre. Là où aujourd'hui, YouTube, là j'ai plus de 200 000 abonnés. Ce dont je me rends compte, c'est que il faut coller au code YouTube. Il faut une image qui va vite. Je peux pas faire une conférence sur YouTube, ça marche pas. Sur un livre, on peut aller au bout du truc. Et puis il y a les contradicteurs sur YouTube. Ouais, et j'en ai très peu. J'en ai très peu. En fait, le truc, c'est que comme j'apporte des solutions, je casse gentiment des idées reçues. De manière générale, je critique très peu les gens, c'est pas mon état d'esprit. Et du coup, sur YouTube, ça se ressent, je pense. J'ai très peu de personnes qui s'opposent à ce que je raconte, ou du moins quand ils s'opposent d'un point de vue scientifique. Non, il fallait ouvrir la porte. C'est pour ça, parce que j'entends sonner. Si c'est possible, si vous pouvez aller ouvrir la porte. Bien. On parlait de la tendinite tout à l'heure. Vous revenez également sur les étirements. Ouais. Bon, vous revenez sur le concept des personnes raides et des personnes souples. Ouais. C'est quoi la différence? Ceux qui sont raides, ils sont nés comme ça. Ceux qui sont souples, ils sont nés comme ça. On a souvent tendance à dire que les gens qui sont raides, ils vont avoir plus de douleurs, ils vont plus se blesser. Ça change pas grand-chose. On a quasiment les mêmes proportions de blessures. À titre tout à fait personnel, là, j'ai pas d'études scientifiques pour appuyer ce que je vous dis. C'est plus mon avis de kiné. Ils auraient tendance à se blesser, mais pas pour les mêmes raisons. À titre perso, je trouve que les gens raides se blessent moins souvent, mais quand ils se blessent, ils mettent plus de temps à cicatriser. Tandis que ceux qui sont souples se blessent plus souvent, mais cicatrisent plus vite. J'ai pas d'études pour appuyer ça. On va se mettre d'accord sur la notion de s'étirer. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire que s'étirer? Qu'est-ce qu'on étire quand on s'étire? C'est une excellente question. Et encore une fois, j'ai pris l'exemple tout à l'heure de votre pull d'un point de vue scientifique, en fait, on sait pas trop exactement ce qui se passe. On pense aujourd'hui que quand on étire, c'est pas la fibre musculaire qu'on étire et qu'on allonge, un peu comme on allongerait un vêtement à la sortie de la machine, mais ce serait plutôt qu'on diminuerait l'information issue du nerf. En gros, plus vous étirez, moins le nerf est surpris qu'on l'étire, moins il envoie un message douloureux et plus vous gagnez en souplesse. D'accord, mais on n'étire pas son muscle, c'est pas Pour étirer le muscle, il faudrait. Il y a du monde dehors, il y a une sacrée ambiance. Je vous vois, Philippe, en train de tiquer. Non, mais c'est-à-dire qu'il faut animer. Ouais. Et puis, il faut ouvrir la porte, s'assurer que les gens rentrent. Je vais prendre un café aussi, Philippe, s'il vous plaît. Et si vous avez un Twix, on peut en garder un chacun. Donc, on va rassure, j'ai l'habitude de bosser dans ces conditions-là. Je suis désolé, mais c'est lundi. Lundi, là, tout le monde arrive. Mais ça me va. Moi, avec la Covid et les. Ouais, c'est. Sa vie, c'est bien, Philippe. C'est bien. Donc. C'est ce muscle qu'on étire. Et ben en fait, il semblerait que pour pouvoir étirer vraiment un muscle, gagner en longueur, il faudrait le faire 5 fois par semaine sur une échelle douloureuse qui serait comprise entre 7 et 8 et ça pendant 20 minutes. En gros, on va retrouver ça. Bonjour madame. On va retrouver ça chez les danseurs, on va retrouver ça chez ceux qui font des sports de combat, qui ont un vrai besoin de gagner beaucoup de souplesse. Je l'explique dans le chapitre 10 du livre. Mais alors c'est le dernier chapitre et vous justifiez que ce soit quand même le dernier chapitre parce que finalement vous avez une perception des étirements qui vous est personnelle. Ouais, en fait, si je vais faire courte aujourd'hui scientifiquement, c'est pas grand-chose, ça change beaucoup en fonction des gens. Et si je devais faire super court, je dirais est-ce que vous aimez vous étirer? Si la réponse est oui, alors étirez-vous. Si vous n'aimez pas vous étirer, il n'est pas nécessaire que vous vous étiriez. Et si jamais il y a quelqu'un qui vous dit t'as mal au dos parce que tu t'étires pas, scientifiquement, c'est faux. Quand un muscle est douloureux, est-ce que de l'étirer, ça permet de diminuer la douleur, par exemple? Oui, sur une courte période qui va être comprise entre 20 minutes et 48 heures.
D'accord. Donc quand on a mal au dos, s'étirer permet de diminuer un message douloureux pendant un temps, ce qui est quand même assez agréable d'avoir un antalgique naturel du corps humain. Si vous prenez un Doliprane parce que vous avez mal, on va pas vous dire c'est dans ta tête. Non, le Doliprane il agit, l'étirement agit. Si ça permet d'avoir moins mal pour faire ses occupations, tant mieux. Par contre, si jamais vous avez besoin de vous étirer tous les jours parce que vous avez mal au dos, c'est que le problème probablement serait plutôt lié à un message douloureux de manière répétée. L'étirement est une réponse temporaire, mieux vaut peut-être plutôt le renforcer. L'exemple qu'on donne pour faire simple, c'est que si un muscle est sans cesse douloureux, c'est plutôt qu'il aurait tendance à être trop faible. Ce que vous lui demandez, il n'est pas capable de le fournir. Quelqu'un qui serait assis toute la journée, qui a mal au dos à la fin de la journée, qui a besoin de s'étirer, c'est tout simplement que ses muscles ne sont pas capables d'encaisser toute une journée en étant assis. Donc je lui conseille de renforcer et de bouger. Et ça, on le sait que le mouvement, le renforcement a tendance à diminuer les douleurs de manière globale et durable. Alors, ce qu'on sait aussi quand on pratique du sport et ce qu'on nous recommande, c'est de nous étirer avant la séance et après la séance. Est-ce que finalement c'est une bonne chose ou pas ? Alors là, on est formel là-dessus. Les étirements passifs en échauffement, là, le truc où vous voyez souvent le jogger qui va mettre le pied sur une rambarde pour s'étirer, ça, c'est contre-productif. Avant, c'est contre-productif. Ça diminue les performances. C'est-à-dire qu'il va courir moins vite, moins longtemps. Ça, on le sait. Donc, on le déconseille globalement. Maintenant, s'étirer après, on en revient à la même chose. Si on devait imaginer le meilleur protocole, on serait plutôt sur des étirements dits dynamiques. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre le pied sur la rambarde, il va plutôt faire comme s'il voulait mettre des grands coups de pied en l'air. C'est-à-dire qu'en gros, le geste sportif est dynamique, donc c'est assez logique de faire plutôt des gestes sportifs dynamiques. C'est pour ça qu'on voit régulièrement aujourd'hui, quand vous regardez un peu les matchs de foot, les moments off, vous les voyez sur des vélos en train de faire du décrassage, et après vous les voyez de faire un peu des mouvements type assouplissement, mais dynamique. En fait, mieux vaut privilégier le dynamique. Peut-être qu'on confond finalement s'étirer et s'échauffer. Oui, vous avez tout dit, Philippe. S'échauffer, c'est faire avec une faible intensité le geste sportif qu'on va s'apprêter à faire. Donc si le coureur il va courir, je lui dirais d'abord on va faire des petits sauts, d'abord on va faire des grandes foulées, d'abord on va faire des mouvements, on va tourner les hanches dans tous les sens, tourner les chevilles dans tous les sens pour pouvoir le faire. Alors c'est assez marrant parce que parfois j'interviens en entreprise et je leur demande sur des mecs qui soulèvent sur des chantiers, qui soulèvent vraiment du matériel de grosses œuvres, et je leur demande est-ce que vous avez un protocole d'échauffement ? Et typiquement, les mecs, ils vont me dire soit non, globalement, soit oui, et ils vont avoir un protocole d'échauffement de 30 secondes où ils vont gentiment s'échauffer un peu les poignets. Et je leur dis, les gars, vous êtes sérieux ? Vous allez me soulever des câbles qui pèsent 200 kilos, vous êtes en train de faire des tours de poignets ? Non, si vous rentrez sur un terrain, vous vous échauffez globalement avec une intensité progressive, c'est pareil si vous allez commencer à bosser, que vous avez un métier physique. Et donc, pour être sérieux, il faut le faire combien de temps, en gros ? C'est entre 6 et 10 minutes. Ouais. On est tous comme ça, même on fait semblant, on fait le tour de poignet comme vous dites, et puis histoire après de dire je l'ai fait, après on attaque. Ouais. Et vous parlez de la mobilité. Alors finalement, la mobilité, qu'est-ce que c'est ? Alors la mobilité, ce serait un bon moyen pour apprendre à découvrir son corps. Vous vous rappelez ces moments ados où on apprenait à découvrir son corps, Philippe ? C'est un peu la même chose, où sportivement, le fait de venir visiter les mouvements, la respiration, les épaules, ça nous permet de développer une meilleure force, une meilleure performance lors de la pratique sportive et dans notre vie de tous les jours. Puis c'est des moments qui font du bien aussi, Philippe. Le yoga, c'est de la mobilité. Le pilates, c'est de la mobilité. Les échauffements, c'est de la mobilité. Passer un peu de temps devant son canapé pour bouger le soir à la fin d'une journée de boulot, c'est de la mobilité. En gros, c'est bouger et ça fait du bien. Alors, là où finalement vous êtes différent et vous revenez sur ce que nous disaient nos mères, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture. Oui. Et que quand on dit à quelqu'un de se tenir droit, ça peut ne pas avoir de sens. Exactement. Pour moi, dire à quelqu'un « tenez-vous droit », ce serait un peu comme lui dire « t'as une sale gueule ». Ouais. C'est pas cool, c'est pas gentil. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en réalité, ce qu'on sait aujourd'hui sur la mauvaise posture, je reçois en permanence des gens qui me disent « Ah, j'ai mal au dos parce que j'ai le bassin décalé ». Alors, je vais être très franc, 95% des gens ont une différence dans la hauteur du bassin de moins d'1 centimètre. 95% des gens. Donc ça veut dire que tout le monde est plus ou moins décalé du bassin. Voilà. Ouais, bon. L'exemple que je prends, c'est que vous avez votre nez devant et pas derrière. Vous avez un œil qui est plus haut que l'autre, vous avez une oreille qui est plus basse que l'autre, une épaule. On est asymétrique. Vous êtes droitier, pas gaucher. Donc l'exemple de la posture qui serait de dire vous avez mal au dos parce que vous avez ceci qui est décalé par rapport à l'autre, scientifiquement, ça vaut que dalle.
D'accord. Et j'affirme mes propos. Je sais que souvent les gens vont me dire mais ceci, mais cela. Moi je veux bien. Encore une fois, je me reflète ce que dit la littérature scientifique. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, voilà. Alors sur la bonne ou la mauvaise posture et le fait de se tenir droit, qui serait la posture idéale? Tiens-toi droit, sois pas avachi par exemple. On peut très bien être avachi. Ça n'use pas plus les disques. Ça c'est intéressant. On disait que ça usait les disques intervertébraux, donc c'est cette petite structure entre les vertèbres. Et on dit que de se tenir avachi use les disques. Alors il faut savoir que cette théorie, elle a été faite parce qu'on avait regardé comment évoluaient les disques sur des cochons morts. Donc est-ce qu'on peut évaluer ce que c'est un cochon mort sur le vivant? Ça n'a rien à voir. Et en plus de ça, ce qu'on sait aujourd'hui, ça c'est passionnant Philippe, c'est que si jamais on passe des IRM, des scanners ou des radios à des gens qui n'ont pas mal au dos, on retrouve quasiment la même proportion d'usure de disque, d'arthrose, c'est les gens qui ont mal au dos et qui n'ont pas mal au dos. En fait, la douleur est 1000 fois plus complexe que de dire vous vous tenez mal, vous avez mal. Elle est 1000 fois plus complexe que de dire vous avez un peu d'arthrose et vous avez mal. Bon, alors, l'idée de se dire tiens-toi droit sur ta chaise par exemple. C'est pour apporter du mouvement. Moi, je dirais plutôt si vous êtes sur votre chaise, bougez. Allez dans une zone qui est confortable pour vous. Le vrai problème de fond, c'est pas depuis tout à l'heure, là je suis assis, j'ai un pied sous la cuisse, je suis un peu tordu, je suis courbé en deux. Peut-être au moment où vous nous écoutez, vous êtes assis dans votre voiture courbé en deux, ça n'est pas problématique. Ce qui est problématique, c'est le fait que vous mainteniez la même position 8 heures par jour. Et notre corps, je vais prendre cet exemple, quand vous vous endormez sur votre bras la nuit et que vous vous réveillez avec le bras qui est complètement mort, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous remettez le bras sous votre corps pour vous dire je vais passer la nuit comme ça? Non, vous bougez. Il faut secouer Orangina. Voilà, exactement. Donc, globalement, le mouvement, ça fait tout ça. Et après, on pourrait en parler pendant 2 heures, c'est le chapitre 4 de mon livre. C'est le poids de notre cerveau dans l'interprétation du douleur qui change tout. Quand vous donnez une injonction à quelqu'un, tiens-toi droit, tu vas te faire mal, tout ce que vous dites, c'est en gros, ton dos est fragile, attention, tu vas te faire mal. Et ça, le cerveau y est particulièrement sensible. L'exemple que je prends, c'est que typiquement, si en ce moment je vous dis, je vous donne un exemple qui est parfaitement d'actualité. Eh bien voilà, moi j'ai décidé. Oh non, je vais me faire des ennemis. Dites-moi avant. Non mais dites-moi avant parce que l'actu en ce moment on y va mollo. Non, je vais pas faire l'actu, c'est chiant, Philippe. On va finir. Non. Enfin, prenez un exemple là comme ça. Eh ben voilà, un vieil exemple. Un vieil exemple. Vous et moi, on va jouer au rugby, Philippe, et je vous préviens, je vais vous plonger dans les chevilles. Je vais vous péter les 2 chevilles, Philippe. Mais t'es arrivé, toi. Parce que là, je monte les genoux. En gros, si jamais je vous dis que je vais vous faire mal, votre cerveau, il va l'interpréter exactement comme vous avez fait, comme une menace, et il va répondre à une menace. Et vous, votre réponse, Philippe, c'est... Je lève les genoux, moi. Mais bon, après c'est comme ça. Donc voilà. Un bon plaquage de cheville, c'est vous relevez pas. Mais je me raidis, par contre. Si je le sais avant, je me raidis. Exactement. Quoi qu'il en soit, en fonction du contexte qu'on présente, le cerveau, il réagit toujours. C'est une question d'interprétation. Donc quand on a mal au dos, et qu'on vous donne un message de faites gaffe, tu vas avoir mal au dos toute ta vie, le cerveau, il interagit comme ça. Je peux vous donner un exemple ou pas, Philippe? Allez-y, je vous le rendrai. J'ai eu une patiente là, il y a 4 jours qui vient au cabinet, 41 ans. Et fait très rare, au cours de l'accouchement, elle a une fracture du coccyx. Fracture du coccyx, l'accouchement s'est mal passé, fracture du coccyx et sa fille a une fracture de la clavicule. Donc c'est évidemment quelque chose de compliqué. Pendant 3 jours, on lui a pas diagnostiqué. Elle était là, elle disait au docteur j'ai super mal. On l'a pas pris en compte et on disait c'est normal, madame, vous venez d'accoucher. Bref, retard, délai sur le diagnostic et là on lui dit vous avez eu une fracture du coccyx. Le traitement, c'est le repos. Pour le coup, il n'y a pas de choses à faire. Et là, on lui a dit madame, je vous préviens, vous aurez mal au dos toute votre vie. Quand vous aurez un prochain enfant, vous aurez mal au dos toute votre vie. Elle est venue me voir, ça fait 10 ans, elle ne pouvait plus bouger. Parce que dès qu'elle avait un message, quel qu'il soit, de contraction musculaire dans la région du dos, elle flippait grave. En une séance, je lui ai juste parlé à son cerveau. Je lui ai dit, madame, votre cerveau, il a été cassé, il a cicatrisé, il a consolidé au bout de 3 mois, vous pouvez bouger. Je vous assure, Philippe, quand elle était allongée sur la table, elle ne pouvait plus se redresser. Je l'ai fait se bouger, à la fin, elle faisait des abdos. La seule chose que j'ai fait, c'est qu'en tant que professionnel de santé, pendant une demi-heure, je lui ai posé suffisamment de questions pour être capable d'éliminer tout ce qu'on appelle les drapeaux rouges. J'ai conclu qu'elle avait aucune complication, que c'était juste son cerveau qui s'était mis en mode alerte générale et qui, depuis 10 ans, était ultra sensible à la douleur. On a compris que pour la tendinite, il faut activer les cellules qui sont en bonne santé. Exactement, vous avez tout dit. Activez vos cellules.
On parlera du mal de dos dans un instant. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions à Grégoire au 01 53 48 3000. Mais s'il y a des muscles qu'on délaisse, ce sont les fessiers. À quoi ça sert d'avoir des bons fessiers? Alors déjà esthétiquement, Philippe, on va pas se mentir. Avoir un bon fessier, qu'on soit une nana ou un mec, c'est pas un atout négligeable. Ça a changé à travers le temps en fait. Ouais, parce que les gars s'occupaient très peu d'avoir des beaux fessiers. Eh ben, dans ma génération... Demandez aux femmes et même aux mecs, je pense que les fesses, c'est probablement ce qu'on regarde en premier chez l'autre. Ils vous le disent pas forcément, ils vont vous dire que c'est les yeux ou les mains. Les pieds, les chaussures. Mais globalement, c'est vrai que les fesses, c'est pas de trop. Mais blague à part, avoir des bons fessiers, ça permet de diminuer les entorses de cheville, de diminuer les entorses de genoux, de diminuer de manière générale les tendinites de genoux. En fait, on conçoit toujours... il faudrait concevoir le membre inférieur dans sa globalité. Cheville, genoux, hanches et dos. Les fessiers sont les muscles principaux qui font la jonction entre le dos et le membre inférieur. Donc quand on a un peu comme une chaîne, des maillons d'une chaîne, eh bien on a tout intérêt certes à travailler en fonction du maillon le plus faible, mais on a aussi tout intérêt à travailler avec le maillon le plus fort, les fessiers. Dans la course à pied, les fessiers ont un rôle de stabilisation du bassin et de la hanche. Quand on devient un peu âgé, qu'on a de l'arthrose, les premiers muscles qui vont nous manquer, ce sont les fessiers. On va perdre ce qu'on appelle l'extension de hanche, le pas postérieur. On va réduire son amplitude et tout ça, c'est le dos qui va trinquer. Et en fait, quand on commence à envisager le corps dans sa globalité, c'est pour ça que je parle souvent de mobilité, d'apprendre à découvrir son corps, c'est que tout a un lien. Et globalement, d'être très fort sur les liens importants, les fessiers, le dos, les muscles et des omoplates, ça nous permet, comme au rugby, d'avoir une charnière solide. Et vous avez beau avoir un bon pilier, un bon ailier, si vous n'avez pas un bon 9 et un bon 10 pour faire jouer autour, il ne se passera pas grand-chose dans votre équipe. Le corps humain, c'est un peu ça. D'accord, il faut être stratège en fait finalement. Ouais, bien sûr qu'il faut être stratège. Il faut être stratège dans le temps. L'explication que je donne souvent, et c'est celle que je donne dans le chapitre 1, c'est que le corps, il faut l'envisager à plusieurs échelles. À la fois de la plus petite des cellules au corps complet, à la fois sur l'échelle d'une journée, sur l'échelle d'une année, sur l'échelle d'une vie. Pourquoi est-ce vous avez mal partout quand vous êtes en vacances? Globalement, c'est le changement de rythme. C'est-à-dire tous ceux qui sont en vacances cette semaine. Ouais, y a le changement de rythme. C'est-à-dire que le corps, de manière générale, n'aime pas beaucoup les changements de rythme. Que ce soit le changement d'une heure pendant. Vous avez vu comme les gens gueulent quand on change juste d'une heure pendant les changements de saison. On n'aime pas changer de rythme, on n'aime pas le changement. On est peut-être plus sensible, on fait un peu plus la gueule. Alors pendant les vacances, il y a deux choses. On peut tout à fait envisager que pendant le boulot, on a tout un stock d'hormones qu'on sécrète, qu'on ne sécrète plus pendant les vacances. L'adrénaline typiquement, qui est aussi une hormone antalgique qu'on sécrète pendant le boulot avec le stress. Et quand on n'est plus soumis à ça, peut-être qu'on est un peu plus sensible à la douleur, peut-être que le matelas change, peut-être que c'est le fait de faire les valises. Il y a tout un tas de facteurs, mais c'est en fait assez normal pendant les vacances d'avoir un peu plus mal. Ça veut pas dire que on aura mal tout au long des vacances, ça veut juste dire peut-être pendant 3 jours, 4 jours, une semaine, il est normal que notre corps nous envoie un message douloureux. Alors le mal du dos, c'est un peu le grand fourre-tout. Où est-ce qu'on a mal quand on a mal au dos? Statistiquement, les lombaires principalement, et les cervicales. Donc lombaire, c'est juste au-dessus des fesses, c'est vraiment les derniers étages dans le bas du dos, ce sont 5 vertèbres avec les muscles tout autour. Et puis les cervicales, c'est la base du cou, ça peut descendre entre les deux omoplates. Souvent, globalement, pour schématiser, ceux qui seront assis pendant longtemps auront plutôt des douleurs lombaires et cervicales. Les femmes sont plus touchées par les cervicales, les hommes un peu plus par les lombaires. Ah, j'ai une bonne nouvelle, Philippe. On a plus mal au dos entre 35 et 55 ans qu'au-delà. Donc globalement, quand les gens me disent « Ah, j'ai 40 ans, j'ai mal au dos, j'aurai mal au dos toute ma vie », ça m'arrange. Eh ben, je vous rassure, statistiquement, vous aurez moins mal une fois que vous serez à la retraite que quand vous êtes au boulot. Le dos s'use pas. Enfin, c'est pas l'usure du dos qui crée la douleur. Mais quand on dit, par exemple, renforcer vos abdos, c'est bon pour le dos, c'est une idée reçue. Globalement, c'est ce qu'on disait dans les années 70. Vous pouvez continuer à le véhiculer, Philippe, mais je pense qu'on va vite dire que vous êtes complètement dépassé. C'est bien, vous rigolez. Bien, Naïma va arrêter de vous faire rire, moi je vous dis tout de suite. Naïma, bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour Naïma. Mais justement, moi, on m'a diagnostiqué une tendinite sur les deux côtés, l'épaule gauche et l'épaule droite. Ouais. Et justement, j'ai des calcifications en même temps. Et je voulais savoir, est-ce que ça a un rapport avec la tendinite, la calcification?
Oui et non. C'est-à-dire que régulièrement, ce qui va se passer, c'est que quand on a des tendinites, on va vous faire une échographie pour voir l'état du tendon. C'est un peu ce que j'expliquais en début d'émission. Et on peut voir des calcifications. J'ai une bonne nouvelle. La calcification n'est pas forcément en lien avec les douleurs. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une amélioration de vos douleurs et dans 6 mois, on passe une échographie, la calcification est encore présente et vous avez pourtant plus du tout de douleur. L'erreur, ce serait d'imaginer il faut que la calcification parte pour que je n'ai plus de douleur. Et là, souvent, on va vous proposer des ondes de choc pour casser les calcifications. Et les ondes de choc peuvent aider, mais la présence ou l'absence de calcification n'a rien à voir avec la présence des douleurs. Ce que je vous conseille par rapport à ça, globalement, ça va être de maintenir du mouvement. Et n'oubliez pas le rôle indispensable des omoplates dans les tendinites d'épaule. Souvent, on a tendance à se focaliser uniquement sur le tendon qui est douloureux. Globalement, remuscler, rebouger tout l'épaule. Je vous conseille de voir un kinésithérapeute pour ça qui va faire un bilan global. Qu'est-ce que vous faites comme métier, Naïma ? Je suis technicienne de laboratoire. D'accord. Donc globalement, si jamais vous pouvez typiquement retravailler la mobilité des omoplates et des cervicales, ça va vous permettre de changer un peu de position parce que souvent quand on est technicienne de laboratoire, on est tout le temps un peu dans la même position devant sa tablette. Non, c'est pas la tablette, le mot exact c'est... Si, c'est tablette ? Tablette, non ? Vous êtes sur une tablette, non, Naïma ? c'est pas tablette. Non, moi je travaille sur des appareils qui nécessitent une tension, qui m'obligent à avoir une tension au niveau des épaules. Des fois, sous le... Exactement. Donc prenez le temps de renforcer vos épaules parce que vous avez un métier qui nécessite d'avoir des épaules qui soient bien fortes. Et le problème, c'est que moi, ça revient assez souvent. Exactement. Exactement. La tendinite c'est vraiment une pathologie chronique, c'est-à-dire qu'une douleur qui s'installe depuis plus de 3 mois, ça va partir, ça va revenir, et c'est pour ça que les traitements à court terme, comme le massage, les ultrasons, vont diminuer la douleur à court terme. Le meilleur moyen, Naïma, c'est vraiment de renforcer tout autour et d'avoir des épaules qui soient bien fonctionnelles pour vous permettre de ne plus avoir mal. Donc partez du principe qu'en trouvant ce qui diminue vos douleurs auprès d'un professionnel de santé, les épaules, les omoplates, les cervicales, le dos, et ainsi de suite, pour voir qu'est-ce qui diminue vos douleurs. Je vous invite à regarder, j'ai fait 2 vidéos sur ma chaîne YouTube sur le rôle des omoplates et le rôle des épaules dans la tendinite d'épaule. Je vous invite à les regarder. Oui, je vais regarder. Mais j'ai une autre question. Attendez, Naïma, est-ce que vous connaissez le nom de la chaîne YouTube de Grégoire ? Non. Ah, bah comment vous voulez regarder si vous ne connaissez pas le nom ? Je vais mettre Grégoire kinésithérapeute, ça va sortir. Non, vous trouverez pas. Major Mouvement. Major Mouvement, vous tapez tendinite d'épaule Major. Major, vous savez, comme le grade de l'armée, Major. Tendinite d'épaule, et vous allez tomber sur ma chaîne YouTube. Et puis sinon, dans mon livre, j'ai tout un chapitre qui est dédié à ça avec des exercices justement pour les épaules. D'accord. Maintenant qu'on a fait la minute promo, vous pouvez poser votre deuxième question, Naïma. D'accord. Ma deuxième question, parce que moi, j'ai regardé un petit peu sur Internet et j'ai vu qu'il y avait une méthode qui s'appelle la méthode Mézières. Oui. Elle est pas prise en charge en fait, c'est ça? Ouais. Je sais pas, ça dépend. Il y a des kinés qui sont formés en méthode Mézières. Moi je sais même pas ce que c'est. Je vous me posez un poil de colle. Je crois que c'est des chaînes d'étirement. Je voudrais pas dire de conneries parce que je suis pas formé là-dedans. Je sais que c'est pas forcément la méthode la plus adéquate pour la tendinite d'épaule. Ça marche assez bien pour le dos, mais pour l'épaule, c'est pas forcément ce qui vous conviendrait. Ah, d'accord. L'actif, viser l'actif, Naïma, pour les épaules, c'est aujourd'hui ce qui marche le mieux. Le quoi? L'actif, les exercices. Ah oui, mais moi je suis active, mais le problème c'est que je pense que je fais les mauvais gestes, c'est tout. Hein. Et ben c'est pour ça que regardez les vidéos que j'ai fait, vous allez mieux comprendre et allez consulter évidemment, vous allez voir au cours d'un bilan d'épaule, on peut comprendre quels sont les meilleurs gestes à faire pour les douleurs d'épaule qui sont chroniques. D'accord, vous m'avez dit major? Major, mouvement. Major comme le major et le mouvement comme le mouvement. Merci beaucoup. Je vous en prie, passez une bonne journée. Bon, merci Naïma, et puis si ça va mieux, vous nous le direz, hein, vous nous rappelez. D'accord, oui. Quelles sont les erreurs qu'on commet le plus souvent sur le dos et les exercices qu'il vaut mieux éviter? Par exemple, on s'étire beaucoup le dos. Est-ce que quand on a mal au dos, s'étirer le dos, c'est une bonne idée? Alors, je peux formuler votre question différemment. Allez-y. Je pense que l'erreur, c'est de continuer à faire quelque chose qui ne marche pas en espérant que ça marche. L'erreur, c'est de ne pas essayer autre chose. Je vous dis pas de tout essayer, mais je dis que globalement, en essayant d'écouter son corps, de se dire tiens, quand je fais ça, j'ai remarqué que ça avait tendance à m'améliorer, tandis que quand je fais ça, ça ne change rien, ou pire, quand je fais ça, ça s'aggrave. Et c'est un principe, c'est pour ça que j'ai parfois un peu du mal à répondre à la question de Naïma, c'est que le principe de base aujourd'hui en kiné, c'est de voir
qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui améliore, qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qui aggrave mes symptômes. On voudrait sortir une réponse classique pour le traitement des douleurs des articulations. Globalement, il n'y a pas de clé magique, mais c'est plutôt essayer plein de choses, aller dans le sens de ce qui améliore, éviter ce qui aggrave. 100% de la douleur vient du cerveau. Comment on fait alors justement pour ce qui concerne la douleur, s'en débarrasser? Alors, la douleur vient du cerveau. C'est notre cerveau qui est le grand chef, le grand Manitou de tout ce qui se passe dans notre tête et dans notre corps. Comment faire pour s'en débarrasser? On a plusieurs outils pour diminuer la douleur. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a différents types de douleurs. On va prendre l'exemple de Naïma. Ça, c'est clairement une douleur d'épaule type articulaire. Si on reprend l'exemple de la jeune femme dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'ai eu la semaine dernière au cabinet, on était sur du coccyx. Celle du coccyx. Douleur du coccyx, il y a 10 ans, on est plutôt sur une douleur liée purement au bug du cerveau lié au traitement de la douleur. Globalement, partez du principe que le corps cicatrise assez bien dans des délais de 3 mois globalement. Si on a une douleur qui persiste au bout de 3 mois, c'est que ça n'est plus seulement une atteinte du corps, mais que dans le système de traitement de la douleur, on peut avoir des petits bugs, des petites errances. Globalement, d'apporter le bon outil pour le traitement de la douleur, ça marche bien. Globalement, de comprendre les mécanismes de la douleur, ça marche bien. La petite papouille, le petit massage, le petit bisou magique, ça marche bien sur une courte période. Comprendre exactement comment la douleur fonctionne, qu'il y a des facteurs aggravants qui vont augmenter la douleur, le manque de sommeil, le fait de ne pas se sentir bien vu dans son travail, le fait se sentir exclu, le fait d'avoir une forme de fatigue, de ne pas comprendre sa douleur, tout ça, ce sont des facteurs qui vont augmenter le ressenti d'un événement douloureux. Comprendre tout ça, ça peut vraiment changer la donne. D'accord. Donc une fois qu'on a compris pourquoi et comment on a mal, on agit là-dessus, c'est ça? Exactement. Bien, vous proposez un programme sur 8 semaines. Comment est-ce qu'on utilise votre méthode? D'abord, il y a un questionnaire que j'ai mis qui est assez fun, qui vous permet d'évaluer à la fois votre niveau sportif et aussi les connaissances de votre propre corps. C'est sans jugement. Le but du jeu, c'est pas de dire vous avez bon, vous avez faux. C'est juste que ce que j'ai constaté en tant que kiné, c'est que bien souvent, des gens vont vouloir faire des exercices, ils y vont à 300%, ou à l'inverse, ils y sont à 10%. Le bon niveau d'entraînement, c'est celui qui vous convient. Pour ça, il faut pouvoir avoir un entraînement adapté. Comment vous appelez ça, le truc qui permet de déterminer le bon... Dans le livre, je l'appelle le paradigme en U. Pas de sport. Ouais, donc on imagine un U. On imagine un U. Plus vous faites du sport, plus vous êtes dans la verticale du U et plus vous risquez de vous blesser. Si jamais vous faites très peu de sport, vous êtes de l'autre côté de la verticale du U et plus vous risquez de développer des pathologies. L'idée, c'est d'être dans le creux du U, d'avoir le bon niveau d'entraînement sportif, le bon niveau de votre travail par rapport à votre quotidien. Et finalement, dans le livre, c'est ce que j'explique. C'est ce côté où en fait, de quoi je suis fait moi, de quoi mon corps a besoin, de quoi est fait mon quotidien, comment ça se passe à la maison, et en fonction de tout ça, d'amener les meilleurs exercices pour moi. Plus tôt on fait le deuil de l'exercice ultime qui conviendrait à tout le monde, et on le voit quand on est capable d'être différent, et c'est ça qui fait notre richesse. Nos différences font nos richesses. Or, il faut s'appuyer sur nos différences pour avoir le bon outil et pas faire en sorte d'adapter un outil qui irait à tout le monde, ce qui est évidemment en fait pas possible. Quand je le dis, c'est pas logique. Crescendo, on y va, on part pas comme... La progressivité, c'est la clé. Ouais, donc partez pas comme des fous. Exactement. C'est pas parce que c'est lundi qu'il faut aller subitement décider d'aller faire exactement. une heure de gym. 10 clés pour un corps en bonne santé, c'est le titre de votre livre, Grégoire, qui vient de sortir. Chez Marabout, c'est l'éditeur. On rappelle le nom de votre chaîne YouTube. Major Mouvement. Major comme le major et le mouvement comme Pourquoi vous l'avez appelé Major Mouvement? Parce que souvent en kiné, on a tendance à dire qu'on majore le mouvement. Et à défaut d'avoir été major de promotion, je me suis dit, il n'y a personne qui va pouvoir m'enlever ce titre-là. Grégoire sur Beurre FM, vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube, vous la mettrez sur vos réseaux également. Grégoire, merci d'avoir été avec nous sur Beurre FM. Avec grand plaisir, merci pour l'accueil et merci pour vos questions. Voilà, vous êtes le bienvenu, très belle journée santé sur Beurre FM.